Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir de l'autre côté de la Manche pour vous proposer deux faits divers qui ont bouleversé le Royaume-Uni, mais aussi la France entière. Découvrez le destin tragique de deux jeunes Françaises assassinées en Angleterre. Crime à Londres, c'est tout de suite. Après avoir obtenu un CAP Petite Enfance, Sophie, 21 ans, quitte la région Grand Est et part vivre à Londres comme fille au père. Une occasion rêvée de s'épanouir pour cette jeune femme timide et réservée. Mais le 20 septembre 2017, son corps est retrouvé calciné au milieu d'un brasier dans le jardin de ses employeurs. Alors, que s'est-il passé dans la demeure londonienne ? Qui s'en est pris à la jeune Française? Et quel secret se cache derrière ce crime sordide? La famille découvre ce qu'elle craignait, à savoir qu'il y a eu des actes de torture contre leur fille et que cela a été mené non pas une fois de manière accidentelle, mais de manière répétée, qu'il y a eu une volonté de la détruire. À 22 ans, Amélie est une jeune femme dynamique et sûre d'elle, originaire de Envoile, dans l'Oise. En 2004, elle réalise son rêve, s'installer à Londres. Tout juste diplômée d'un BTS assistante trilingue, Amélie veut parfaire son anglais. Mais 5 mois après son arrivée, elle est retrouvée, agonisante, dans un parc de la banlieue londonienne. La jeune Française ne survivra pas à ses blessures. Alors, qui s'en est pris à Amélie et pour quelle raison? La jeune femme connaissait-elle son agresseur? Ou bien a-t-elle fait une mauvaise rencontre? C'est fondamentalement quelqu'un qui aime traquer sa victime. Donc c'est quelqu'un qui cible, sélectionne un type particulier de victime. Un peu comme un chasseur recherche une proie de choix. Crime à Londres se rend tout d'abord dans le quartier huppé de Wimbledon, au sud-ouest de la capitale. Le 20 septembre 2017, le corps de Sophie, 21 ans, est découvert dans un brasier au fond d'un jardin anglais. Voici cette affaire bouleversante pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Sophie, une jeune fille au père de 21 ans que rien ne prédestinait à une telle fin. Un crime barbare commis dans l'un des quartiers les plus chics de Londres et qui va laisser toute une famille dans le désarroi le plus total. Ma fille a été torturée, noyée et brûlée. Ça, pour moi, c'est une certitude. Qui a fait le dernier geste? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Pour moi, comme je dis, c'est 50-50. Pour moi, c'est tous les deux. Et il n'y aura pas de pardon. Nous sommes à Londres, en Angleterre. La capitale du Royaume-Uni, qui compte un peu plus de 3 millions d'habitants, est l'un des centres économiques les plus importants du monde. Avec ses célèbres taxis noirs, ses bus à impériales ou encore ses monuments prestigieux, la ville symbolise à elle seule la quintessence de l'âme britannique. Londres, c'est une ville où il y a une offre culturelle importante, où il y a beaucoup d'histoire. C'est une ville où il y a beaucoup d'énergie, qui attire beaucoup de gens du monde entier. Il y a près de 400 000 Français qui se sont installés là-bas. Il est 15 h,
le 20 septembre 2017, lorsque les pompiers londoniens sont alertés par les habitants de Wimbledon, un quartier dans le sud de la ville. Au téléphone, on leur signale qu'un épais nuage de fumée se dégage d'une maison. Sonny, un kiosquier du quartier, est l'un des premiers à avoir donné l'alerte. Des clients m'ont dit qu'il y avait de la fumée. Pas un feu, ils disaient de la fumée. Les habitants sont très inquiets, car dans cette maison vit un couple de Français avec leurs 2 enfants en bas âge, ainsi que leur fille au père. Immédiatement, les pompiers se rendent sur les lieux. Quand ils arrivent, ils découvrent un homme au fond du jardin qui est en train de faire un barbecue et à côté de lui un brasier. L'homme reste vraiment très indifférent à leurs questions. Il n'est pas du tout paniqué, il est plutôt calme, plutôt serein. Une attitude qui étonne les soldats du feu. En inspectant le brasier de plus près, les pompiers font une terrible découverte. Ils aperçoivent au milieu des cendres quelque chose qui ressemble à un corps humain. Le pompier lui dit « Mais monsieur, pourquoi vous êtes en train de brûler un corps ?» Il dit « Mais c'est pas un corps, c'est un mouton, je suis en train de faire un barbecue. » Mais pour les pompiers londoniens, il est évident que cet homme tente de faire disparaître un corps. Face à la gravité de la situation, la police de Scotland Yard est à son tour dépêchée sur place. Les enquêteurs de Scotland Yard vont évidemment faire les premières recherches dans ce brasier et ils vont découvrir l'horreur, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir des lunettes, des restes de vêtements et un bracelet. L'homme est arrêté et emmené dans les locaux de Scotland Yard. Il s'appelle Wissem et a 40 ans. C'est le père de famille qui occupe cette maison de Wimbledon. Alors, que s'est-il passé dans ce jardin? Quelle est l'identité du corps retrouvé calciné? Et où sont passés les autres membres de la famille, ainsi que la fille au père? À Londres, dans les locaux de Scotland Yard, les enquêteurs interrogent Wissem afin d'identifier le corps retrouvé dans le brasier. Mais malgré la pression des policiers, l'homme s'en tient à sa version des faits. Il dit toujours que c'était un mouton qu'il était en train de faire cuire, mouton qu'il avait acheté 2 semaines auparavant. Puis, à un moment donné, il va basculer et il ne va plus rien dire. Il va se murer dans un silence glaçant. En parallèle, les forces de l'ordre parviennent à localiser sa compagne Sabrina, ainsi que leurs 2 enfants, âgés de 9 et 4 ans. Face au mutisme de Wissem, la femme de 35 ans est auditionnée à son tour. Elle ignore ce qui a pu se passer. En gros, elle fait confiance à son compagnon, lui disant qu'il a fait un barbecue et que de toute façon, elle était absente, elle était à l'extérieur au parc avec les enfants et qu'elle n'a rien pu voir de ce qui se passait à ce moment-là. Si Sabrina et les enfants sont sains et saufs, une personne manque à l'appel. La jeune fille au père, la French nanny, comme on l'appelle, qui est donc Sophie, qui est une jeune fille française de 21 ans. Tandis que la fille au père ne répond pas à son téléphone portable, il demande à son employeuse si elle a des nouvelles. Sabrina va prétendre, vraiment de manière très naturelle, que Sophie a démissionné 2 jours auparavant et qu'elle est rentrée chez elle en France. Mais en interrogeant les résidents du quartier, les policiers de Scotland Yard réalisent que cela fait bien plus longtemps que Sophie n'a pas été aperçue dans les rues de Wimbledon. Ils vont affirmer aux enquêteurs qu'ils avaient l'habitude de la croiser dans le quartier, mais depuis plusieurs semaines, ils ne l'ont pas vue. Face à ces révélations contradictoires, les enquêteurs décident de montrer à ces mêmes voisins les objets calcinés découverts dans le brasier. Pour le voisinage, il n'y a aucun doute. Les affaires retrouvées dans le brasier appartiennent à Sophie. Le 25 septembre 2017,
5 jours après la découverte du brasier, les enquêteurs britanniques contactent leurs homologues français afin qu'ils préviennent immédiatement les parents de Sophie. Il est 4 heures du matin, à Saint-Julien-les-Villas, dans le département de l'Aube, lorsque les policiers tapent à la porte de Patrick, le père de la jeune femme. 2 policiers m'ont demandé si j'étais le papa de Sophie, je leur ai dit oui. Après, ils m'ont annoncé que c'était pour un homicide. Sur le coup, je n'avais pas bien réalisé, ils me l'ont répété. Séparée de son mari, Catherine vit à Paron, dans le département de l'Yonne. Pour elle, l'annonce du meurtre de Sophie est aussi dramatique qu'inattendue. Je l'ai très mal vécu, je veux dire, j'avais pas de pressentiment sur ça et ils étaient sûrs quasiment, je dirais pas à 100%, mais à 90% que c'était Sophie. Mais il fallait mon ADN pour prouver que c'était bien ma fille en fait. Bien que sans nouvelles de sa fille depuis plusieurs semaines, Catherine n'aurait jamais pu imaginer un tel scénario. Moi, je pensais qu'elle travaillait beaucoup et puis voilà, moi, je ne suis pas derrière elle, tout le temps lui téléphoner pour savoir ce qu'elle faisait. Je sais qu'elle était très prise par les enfants, qu'elle avait beaucoup de travail à ce niveau-là, donc pour moi, il n'y avait rien d'inquiétant. Mais alors, dans quelles circonstances la jeune fille au père de 21 ans est-elle décédée? Wissem sortira-t-il de son silence? Et sa femme, Sabrina, a-t-elle des choses à cacher? À Londres, l'annonce de la mort violente de Sophie fait l'effet d'une bombe au sein de la communauté de Wimbledon. Cette disparition est difficile à accepter pour les habitants qui ont côtoyé pendant 1 an et demi la jeune Française. C'était un terrible choc. C'était un choc pour moi et tous les gens du quartier. Le voisinage ne parlait que de ça, notamment à cause des nombreux journalistes qui venaient de France, mais aussi de Grande-Bretagne. La police et les voisins étaient tous très impliqués. Un événement comme celui-ci n'arrive jamais dans un coin comme Southfield. C'était dur d'imaginer qu'une chose pareille était arrivée à Southfields. Tout le monde était choqué. Les nounous, les parents, les enfants. Nous sommes une communauté très soudée. Un événement de ce type est très rare. Et les répercussions de ce drame ne se limitent pas au quartier de Wimbledon. Dans l'ensemble du Royaume-Uni comme en France, les témoignages de solidarité se multiplient. Cette affaire a un retentissement très fort, évidemment d'abord par les conditions de la mort, mais aussi parce que c'est une jeune femme, c'est une nounou, c'est une jeune fille au père, et ça renvoie à la condition de nombreuses jeunes filles qui viennent travailler à Londres. Sur la toile, de nombreux anonymes s'emparent de ce terrible fait divers pour dénoncer les conditions de travail, parfois laborieuses, des filles au père. Très rapidement, on voit sur les réseaux sociaux circuler des témoignages de jeunes filles au père qui, elles aussi, ont vécu des choses difficiles ou ont eu des désillusions. Et ça amplifie ce phénomène parce que ça lui donne de la consistance. Le 8 octobre 2017, une marche blanche est même organisée dans les rues de Wimbledon. Près de 100 personnes ont répondu à l'appel et parcourent le trajet que Sophie faisait chaque jour avec les enfants qu'elle gardait. Ils ont voulu marcher dans ce quartier de Londres où Sophie Lyonnais a trouvé la mort. En tête de cortège, des membres de sa famille venus de France pour lui rendre hommage et tenter de comprendre le calvaire de Sophie. Originaire de Troyes dans l'Aube, Sophie est issue d'une fratrie de 3 enfants. La jeune femme a connu une enfance heureuse, entourée d'une famille aimante. Sophie était une fille très gentille,
très agréable, très douce, toujours le sourire. Elle aimait la vie, elle aimait rendre service aux gens. C'est une fille qui n'aimait pas les violences, elle n'acceptait pas ça. Elle aimait la musique, elle adorait Mylène Farmer, moi aussi. Donc c'est ça, c'est une jeune fille de son âge, quoi. À l'adolescence, Sophie décide de consacrer sa vie aux enfants. Dans cette optique, elle fait du babysitting afin d'apprendre les rudiments du métier. Sophie est très proche des enfants, mais depuis son enfance, parce qu'elle-même a élevé avec sa maman et son beau-père son petit frère. Elle est très très attachée à lui, c'est quasiment un amour maternel qu'elle ressent à son égard. Et elle a toujours voulu travailler avec les enfants. À 18 ans, Sophie obtient un CAP Petite Enfance dans la ville d'Auxerre. Malgré la meilleure des volontés, elle ne parvient pas à trouver un emploi en France. Après quelques mois de galère, la chance lui sourit enfin. Grâce à une amie, la jeune femme apprend qu'un couple de Français expatriés à Londres cherche une fille au pair. Sans hésiter une seule seconde, Sophie se jette sur l'occasion. Elle est partie en Angleterre. Moi, comme j'ai dit, bon, comme elle était un petit peu timide et réservée, j'ai fait ça va te faire du bien, ça va te stimuler un peu. Moi, pour moi, au départ, on va dire que j'étais content pour elle. En janvier 2016, Sophie quitte donc sa famille et son aube natale pour prendre un nouveau départ. Pour elle, c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est l'occasion de partir dans un pays étranger, d'apprendre une nouvelle langue et de travailler avec les enfants. C'est également un moyen pour elle de s'émanciper et de découvrir un monde et un univers aux antipodes de ce qu'elle a connu. Elle part aussi là-bas parce que elle a un peu les yeux qui brillent en voyant le monde dans lequel vit Sabrina. Ce côté paillettes, bling-bling que affiche cette femme avec ses sorties, ses soirées mondaines. Tout ça fait rêver Sophie et c'est évidemment très loin de ce qu'elle a pu vivre dans sa famille, qui est une famille tout à fait modeste. Cette nouvelle vie à Londres sera finalement fatale à Sophie. Tandis que les circonstances de sa mort sont pour l'heure inconnues, le médecin légiste rend ses conclusions le 3 octobre 2017. Le rapport d'autopsie montre à quel point Sophie a été torturée, martyrisée. Elle a la mâchoire fracturée, elle a 4 côtes cassées et le sternum fracturé. Suite à ce rapport, Wissem, mais également Sabrina, sa compagne, sont mises en examen pour assassinat et destruction de preuves. Mais alors, quel est le rôle exact de chacun ? Que s'est-il passé dans leur maison pendant 1 an et demi ? Et surtout, pour quelles raisons Sophie a-t-elle subi un tel sort ? À Londres, les enquêteurs de Scotland Yard veulent lever le voile sur les circonstances de la mort de Sophie. Pour cela, ils s'intéressent de près au profil de Sabrina et de Wissem. Sabrina est née en Algérie, elle a vécu ensuite en France et elle rencontre Wissem sur une fête foraine. Le couple entame une relation. Lui a de l'argent, elle d'une condition relativement modeste, est attirée par cet homme et ils vont construire une relation assez ambiguë, faite de nombreuses ruptures, assez instable. Et malgré tout, ce couple va quand même se construire sur cette instabilité et finit par avoir à Londres 2 enfants. En 2012, après 10 ans de relation, Sabrina se sépare de Wissem et fait la rencontre d'un certain Mark Walton. Ce chanteur a connu un énorme succès planétaire dans les années 90 avec le groupe Boyzone. Et sa compagne, Sabrina, goûte aux soirées mondaines et à la jet-set londonienne.
Quand elle rencontre Mark Walton, c'est un peu l'apothéose pour Sabrina. Elle mène un train de vie assez élevé à Londres. Il loue une maison assez cossue. C'est la belle vie pour elle, c'est la vie dont elle rêvait. Pour les habitants du quartier, Sabrina apparaît comme une véritable pin-up, toujours très apprêtée. Elle était hyperactive. Elle était également souvent de sortie. Elle avait un style très glamour et du tempérament. Mais l'idylle avec la star prend fin en 2015. C'est alors que Wissem, son ex-compagnon, revient dans sa vie. Il a une forme d'adulation pour cette femme et systématiquement il va chercher à la reconquérir. Et on a le sentiment que dans cette relation, c'est elle qui mène la danse. En décembre 2017, dans les locaux de Scotland Yard, presque 4 mois après la découverte du corps de Sophie, Sabrina est à nouveau interrogée. La femme de 35 ans va alors faire de surprenantes déclarations au sujet de sa fille au père. Sabrina va dépeindre un portrait assez atroce de Sophie. Elle va expliquer qu'elle ne faisait rien de la journée, qu'elle la payait à rien faire, qu'elle lui volait des choses, des bijoux et surtout qu'elle avait entretenu une liaison avec son ex-compagnon, Marc. Sabrina va encore plus loin dans ses accusations. Selon elle, la jeune fille au père serait une personne très dangereuse. Sabrina accuse Sophie de l'avoir droguée, elle et ses enfants et Wissem, et ensuite d'avoir laissé entrer Mark Walton pour qu'il puisse violer Sabrina, les enfants et Wissem. Et dans son scénario totalement farfelu, elle va encore plus loin dans l'horreur, c'est-à-dire qu'elle accuse Sophie d'avoir prélevé du sperme de Wissem pour faire accuser ce dernier. Sabrina explique aux enquêteurs qu'elle aurait mis plusieurs mois avant de découvrir le plan machiavélique de Sophie et d'en informer Wissem. Étonnamment, son compagnon va avaler toute cette histoire et au fil du temps, il va se montrer de plus en plus agressif avec Sophie jusqu'à tenter un soir de la faire avouer les faits. Ce soir-là, le 18 septembre 2017, Sabrina raconte que Wissem serait entré dans une colère noire au point de s'en prendre physiquement à Sophie. Elle est partie se coucher en laissant Wissem seul avec Sophie et elle dit qu'elle s'est endormie. Puis que Wissem l'a réveillée en lui expliquant que Sophie était décédée. Et ils ont décidé ensemble de se débarrasser du corps pour préserver leur famille. Face aux policiers londoniens, Sabrina assure qu'elle n'a pas participé à ces violences et que son compagnon est le seul responsable. Afin de vérifier ces informations, les enquêteurs de Scotland Yard décident de l'entendre à son tour. Wissem va en quelque sorte se dénoncer, dire que oui, devant ces doutes qu'il y a contre Sophie, oui, il a porté des coups. Et c'est probablement lui qui a donné la mort. Tandis que Wissem confirme les déclarations de sa compagne, Sabrina livre également une lettre manuscrite aux enquêteurs. Dans ce document, expertisé par Scotland Yard, Sophie reconnaît avoir aidé Mark Walton dans ses exactions. Mais alors, pour quelle raison la jeune femme a-t-elle rédigé cette lettre? Et Sabrina est-elle vraiment étrangère à ce meurtre? En France, dans la ville de Paron, Catherine, la mère de Sophie, est dévastée par les accusations de Sabrina. Pour elle, le contenu de cette lettre ne reflète absolument pas la personnalité de sa fille. Ça, n'était qu'une pure invention. Comme Sophie était un peu naïve, gentille, sympathique, à mon avis, elle, ce qu'elle a fait, c'est que elle a pris Sophie comme cobaye et s'est servie de Sophie pour, entre parenthèses, se venger de son ex-mari, qui dans l'histoire n'avait rien à voir non plus.
Tandis que cette affaire semble de plus en plus complexe, les enquêteurs veulent comprendre comment, en l'espace d'une année, la relation entre le couple et Sophie a pu basculer dans l'horreur. Pourtant, lorsque Sophie arrive à Londres en janvier 2016, la jeune femme était persuadée d'avoir trouvé le foyer idéal pour s'épanouir. Et au début, c'est vraiment le rêve absolu. Tout se passe bien avec Sabrina, avec Wissem, avec les enfants. Sabrina lui propose même de faire des photos, de faire des séances de maquillage. Vraiment, Sophie est épanouie, elle est heureuse, elle mange bien, elle est bien traitée par la famille. Mais au bout de quelques semaines, et sans raison apparente, le rêve londonien se transforme peu à peu en cauchemar. La jeune Française vit et travaille dans des conditions lamentables. La situation va dégénérer. Sophie va écrire à sa maman, à son papa, pour dire à quel point c'est difficile, pour leur dire que Sabrina est de plus en plus dure avec elle. On va se rendre compte finalement que la jeune fille au père n'est pas payée, qu'elle mange de moins en moins, qu'elle dort dans la chambre des enfants et qu'elle n'est plus jeune fille au père, elle est prisonnière de cette famille. Mais la fille au père de 21 ans ne parvient pas à s'opposer à Sabrina et se retrouve totalement sous son emprise. Sa patronne lui en demandait plus, elle lui a demandé de faire le ménage, faire leur passage. En fait, tout ce qu'elle lui demandait, c'est de faire la maman au foyer, quoi. Et puis elle, d'aller se balader, faire la bringue à droite à gauche. Et ça ne pouvait pas convenir à Sophie, et Sophie n'était pas assez solide pour ça. Les mois passent dans la maison de Wimbledon, et l'atmosphère est toujours aussi irrespirable pour la fille au père. En plus de subir une véritable torture physique et psychologique, Sophie est victime de graves accusations. Elle me dit, maman, Sabrina, elle me reprochait d'avoir volé un bijou, ça va pas. J'ai dit, essaye d'arranger. Après, quand j'en ai parlé avec Sophie, elle me dit, ça s'est arrangé, c'est le petit qui l'avait caché pour pas que je parte. Enfin, il y a toujours eu des excuses à droite, à gauche, et moi, je pouvais pas savoir. En juin 2017, 4 mois avant la mort de Sophie, Sabrina n'hésite pas à téléphoner à Catherine pour se plaindre. Et surtout, pour dresser un portrait peu élogieux de sa fille. Elle lui hurle dessus, elle crie au téléphone, elle lui dit que sa fille est vraiment mauvaise, qu'elle fréquente des hommes âgés, qu'elle est sale. En fait, elle dit à la mère de Sophie que son enfant, finalement, n'est pas une bonne nounou, déjà, et n'est pas non plus une bonne personne. Et derrière, Catherine entend les pleurs de sa fille. Mais les parents de Sophie, vivant à plus de 600 km de leur fille, ne mesurent pas la gravité de la situation. Catherine et Patrick ont même l'espoir que la situation s'arrange. Je savais que Sophie pouvait facilement se laisser entraîner par une personne ou deux, puisqu'elle est assez influençable. Mais moi, je pensais pas à mal, en fait. Voilà, je me suis dit, bon, c'est influencé, ça va s'arranger, rien de grave. Bon, on savait qu'elle m'avait envoyé une lettre, comme quoi qu'il y avait quelques tensions, mais peu de temps après, tout s'était arrangé, ça allait mieux, voilà, donc on n'avait pas à s'inquiéter. À Londres, les policiers effectuent une nouvelle enquête de voisinage afin de savoir si certains habitants avaient compris la détresse de Sophie. Sonny, le kiosquier du quartier, n'a jamais été témoin d'une scène de violence. Mais le comportement de la fille au père l'a souvent intrigué. Sophie vivait dans la peur au sein de cette maison. Je pense que Sabrina était la figure dominante et a probablement abusé d'elle et la harcelait même. À plusieurs reprises, Sonny a essayé de mieux connaître Sophie, mais il s'est à chaque fois heurté à un mur. À chaque fois que l'on essayait de discuter, elle ne parlait pas beaucoup. Je me disais, peut-être est-elle timide
Et elle n'ose pas dire grand-chose. Parce que d'habitude, dans le magasin, nous parlons souvent avec les clients. Au bout de 3 ou 4 fois, on commence à se connaître. Mais Sophie était très timide. Ou peut-être que Sabrina lui avait demandé de ne pas parler. À ce stade de l'enquête, les policiers de Scotland Yard ont désormais la certitude que Sophie a vécu un véritable enfer dans ce huis clos londonien. Certains témoins révèlent même que cette situation durait depuis des mois et que Sophie dépérissait à petit feu. Ils ont vu une jeune fille progressivement amaigrie. Ils ont vu une jeune fille certainement affamée, puisque l'un d'eux lui a donné une barquette de frites, elle s'est jetée dessus. C'est bien la preuve qu'elle manquait de nourriture. Et ils ont vu aussi une jeune fille qui était mal dans sa peau, qui n'arrivait plus à parler, qui n'arrivait plus à avoir d'échange avec ce voisinage. Mais alors, ce drame aurait-il pu être évité ? L'enquête va-t-elle permettre de lever le voile sur toutes les zones d'ombre de cette affaire? Wissem et Sabrina vont-ils faire de nouvelles révélations? Au mois de janvier 2018, afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire, les enquêteurs londoniens convoquent Mark Walton dans leurs locaux. Le chanteur de 45 ans, qui est accusé des pires sévices par Sabrina, fait le voyage depuis les États-Unis. Face aux policiers, il livre une version bien différente de celle de son ex-compagne. Et ils vont se rendre compte que Mark Walton n'était pas présent sur le sol britannique au moment des faits, et surtout ce dernier va dessiner un portrait assez loufoque, limite fou, de la jeune femme. Instable, fragile, paranoïaque, elle délire souvent, elle a des grands coups de colère. Bref, c'est une fille qui n'est pas saine. Interrogé sur sa relation avec Sabrina, Mark Walton explique que depuis leur rupture en 2012, elle a nourri un désir de vengeance à son encontre. Sabrina n'a pas supporté d'être plaquée par Mark Walton et elle va se mettre à développer une sorte d'obsession le concernant et à l'accuser de tous les maux. Elle va notamment donc l'accuser d'être un pédophile, elle va essayer d'aller voir les policiers pour déposer une plainte. La femme de 35 ans tente de salir par tous les moyens la réputation de Mark Walton. Et cela, même dans son quartier de Wimbledon. Elle m'a montré une photo d'un homme et elle m'a demandé si j'avais déjà vu cet homme. J'ai répondu « Pourquoi ?» Elle a dit « C'est un homme très dangereux. Il a abusé de mes enfants. » J'ai répondu « Comment les enfants ont pu être abusés alors que la nounou est avec eux ?» Alors elle m'a dit « La nounou fait partie du complot. » Et j'ai répondu « Vous êtes sûr ?» À la recherche de preuves pour incriminer le couple, les enquêteurs décident d'expertiser le contenu de leur téléphone portable. Les policiers vont alors mettre la main sur plus de 8 heures d'enregistrement audio, durant lesquelles Sophie est interrogée et malmenée par Wissem et Sabrina. On entend le couple accusé pousser Sophie dans ses retranchements et tenter de lui faire avouer l'impossible. Et on se rend compte à ce moment-là de la violence psychologique qui est exercée par les deux contre Sophie pour tenter de lui faire avouer quelque chose d'absolument inimaginable. En exploitant les téléphones, les enquêteurs vont également mettre la main sur des vidéos réalisées quelques heures seulement avant le décès de la fille au père. Sophie est questionnée et martyrisée pour qu'elle avoue ses crimes. Et ce jour-là, ce 18 septembre 2017, apparaît donc sur ces fameuses vidéos une jeune fille totalement transformée par les tortures. Elle a perdu quasiment 20 kilos, elle est famélique, on dirait un fantôme. Elle est épuisée, elle est en larmes et ce jour-là, elle avoue ses crimes imaginaires. Malgré les aveux de la jeune fille au père, son calvaire ne prend pas fin.
bien au contraire. Sophie se retrouve dans la baignoire lors de ces séances d'accusation. Pourquoi la torture continue-t-elle alors qu'ils ont l'enregistrement censé être la preuve que Sophie a bien comploté contre eux? Pourquoi est-ce que les violences continuent? Il n'y a pas de réponse à ça. Aucun des deux ne s'est expliqué là-dessus. Aucun des deux n'a avoué être celui qui a porté le coup fatal à Sophie. C'est le fils aîné du couple, lui aussi entendu, qui va révéler un élément capital aux enquêteurs. Il dit avoir entendu Sabrina et Wissem ensemble dans la salle de bain. Et on peut avoir la conviction que tous les deux s'y trouvaient bien, mais chacun va expliquer qu'il a quitté la salle de bain et que c'est à ce moment-là que l'autre aurait donné la mort à Sophie. Alors, quelle sera l'issue de leur procès? Quelles sont les circonstances exactes de ce crime barbare? Les parents de Sophie parviendront-ils à faire face aux meurtriers de leur fille? Le 19 mars 2018, à Old Bailey, la cour criminelle de Londres s'ouvre le procès tant attendu des deux tortionnaires présumés de la jeune fille au père. 7 mois après la découverte du corps de Sophie, ses parents débarquent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, bien décidés à obtenir des réponses. Ils ont de toute façon, depuis l'annonce de la mort de leur fille, un sentiment de culpabilité, de savoir que leur fille est morte dans ces conditions et loin d'eux. Et en fait, depuis la mort de leur fille, les parents ont été en quelque sorte tenus à distance. Certes, il y a eu des relations avec la police française, mais qui leur donne les informations au fur et à mesure de l'enquête? C'est Scotland Yard, c'est pas la police française. Imaginez la distance qu'il peut y avoir entre la dureté des faits et la manière dont le message est envoyé à cette famille. Et ce qu'ils vont chercher à Londres, c'est cette proximité avec les faits, c'est pouvoir toucher du doigt la manière dont ça s'est passé et qui sont les protagonistes de cette affaire. Tandis que la salle d'audience est comble, les parents de la victime sont assis à seulement quelques mètres du box des accusés. Me retrouver face aux assassins de ma fille, je ne savais pas dans quelle action j'allais être. Est-ce que j'allais crier? Est-ce que j'allais faire quelque chose? Je ne savais pas. Et il est vrai, bon, on est resté calme, mais disons, de voir les assassins de ma fille, c'était une chose déjà principale, c'est pour que les assassins sachent que Sophie, elle avait des parents, elle avait un père et une mère. Je les ai regardés droit dans les yeux, puisque là-bas, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit en ciel d'audience, il faut que ce soit le silence pour bien que la séance se déroule. Mais j'ai pas arrêté de les fixer sans arrêt. Bon, ils m'ont jeté quelques fois des regards, mais je leur ai fait comprendre que j'étais là et que je serais là jusqu'au bout et que je les lâcherais pas. Dès le deuxième jour du procès, les débats basculent dans l'horreur la plus totale. Les parents de Sophie et les jurés sont confrontés aux 8 heures d'enregistrement audio et vidéo pendant lesquelles Sabrina et Wissem interrogent sans relâche la fille au père. La famille découvre ce qu'elle craignait, à savoir qu'il y a eu des actes de torture contre leur fille et que cela a été mené non pas une fois de manière accidentelle, mais de manière répétée, qu'il y a eu une volonté de la détruire. Catherine, la mère de Sophie, vit difficilement cette épreuve. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi le couple s'est autant acharné sur sa fille. Il questionnait Sophie de savoir où était cette fameuse maison où elle aurait emmené les enfants, alors que c'est des choses qui n'ont jamais existé. Par moments, j'entendais qu'elle frappait ma fille, qu'elle lui disait qu'elle se privait de nourriture pour elle, qu'elle voulait absolument savoir ce qui s'était passé. Et ma fille, qu'est-ce que voulait qu'elle dise? Puisqu'il n'y avait rien qui s'était passé, donc elle ne pouvait rien dire. Malgré ces éléments accablants, Wissem et Sabrina décident tous deux de plaider non coupables
du chef d'accusation de meurtre. Ils vont expliquer au tribunal que finalement c'est un décès accidentel, qu'il ne voulait pas tuer Sophie. Sabrina va se présenter comme une femme fragile qui a toujours subi ses ex-compagnons ou même les hommes de sa famille, puisqu'elle accuse un oncle de l'avoir violée dans sa jeunesse. Contrairement à ses auditions en garde à vue, Wissem refuse de porter seul la responsabilité de la mort de Sophie. Wissem, lui, va expliquer que Sabrina est quelqu'un de très colérique, même parfois violente, et qu'il lui arrive même de la craindre. Contre toute attente, le 27 avril 2018, Sabrina, acculée par le procureur, change sa version et reconnaît son implication dans le meurtre de la jeune fille au père. Il faut attendre 5 semaines de procès pour que Sabrina finisse par avouer qu'elle a porté des coups avec un câble électrique contre Sophie, des coups très violents sur les bras et sur les jambes, et c'est la première fois que Sabrina reconnaît des actes de violence physique contre la jeune femme. Finalement, le mardi 26 juin 2018, après 3 mois de procès, Sabrina et Wissem sont condamnés à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à 5 ans supplémentaires pour tentative de destruction de cadavres. J'ai été très contente du verdict, parce qu'ils ont quand même 30 ans minimum, avec encore 5 ans derrière, donc pour moi c'est tout ce qu'ils méritaient, c'était la prison à vie. Et là je veux dire, ils vont sortir, leur vie est foutue, donc pour moi c'est tout ce que je voulais. Malgré cette lourde peine, pour Patrick, le père de Sophie, cette audience n'a pas permis de répondre à toutes ces interrogations. Donc on ne sait pas réellement comment est morte notre fille. Est-ce qu'elle est morte sous les coups? Est-ce qu'elle est morte dans la baignoire noyée? Comme je dis, bon, de toute façon, moi, il y a une certitude, c'est que ma fille elle a été torturée, noyée et brûlée. Ça, pour moi, c'est une certitude. Qui a fait le dernier geste? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Pour moi, comme je dis, c'est 50-50. Pour moi, c'est tous les deux. Et il n'y aura pas de pardon. Sabrina et Wissem ont fait appel de leur condamnation. Dans l'attente d'un prochain procès, ils restent donc présumés innocents. Un an après le drame, le 6 juin 2018, plus de 100 personnes se réunissent à Sens, dans le département natal de Sophie, pour rendre un dernier hommage à la fille au père. Aujourd'hui, près de 2 ans après la disparition tragique de Sophie, sa famille est toujours dans l'impossibilité de faire son deuil. Alors qu'ils ne sauront peut-être jamais dans quelles circonstances exactes leur fille a perdu la vie, Catherine et Patrick vivent chaque jour avec un profond sentiment d'abandon. C'est un combat de tous les jours, donc en sa mémoire, je me bats pour rester droit et fier. Et moi, ma fille, elle est constamment avec moi, comme je dis, elle est là, je la porte en médaillon en permanence sur moi. Donc pour moi, ma fille, elle est toujours avec moi. Sa chambre est intacte, j'ai encore tout gardé. Tous les jours, je vais au cimetière la voir, je lui parle, mais c'est très très dur. Je crois qu'il va me falloir encore beaucoup de temps pour pouvoir digérer tout ça. Crime à Londres se dirige maintenant à Twickenham, une ville cossue de la banlieue ouest de Londres, bordée par la Tamise. En 2004, le corps d'Amélie, 22 ans, est retrouvé dans un parc au beau milieu de la nuit. Découvrez cette affaire inédite pour Crime.
Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin funeste d'une jeune Française de 22 ans, mortellement agressée à Twickenham. Un fait divers sous haute tension qui mettra la lumière sur un serial killer resté jusqu'à présent hors des radars de la police de Scotland Yard. Il y a une véritable course contre la montre qui s'engage pour les enquêteurs, parce que maintenant leur but, c'est non seulement d'arrêter, d'appréhender l'agresseur d'Amélie, mais également et surtout d'éviter qu'une autre jeune femme, britannique ou étrangère, soit victime de ce même agresseur. Nous sommes à Twickenham, une ville de la banlieue sud-ouest du Grand Londres. Cette commune de près de 50 000 habitants bénéficie d'un charme exceptionnel et se distingue par son architecture victorienne. La ville doit également sa réputation internationale à son stade légendaire. Twickenham, ça se réfère forcément au rugby, mais pas que, c'est une banlieue chic, plutôt cossue, plutôt bien fréquentée et très calme en fait, où il y a beaucoup de verdure, beaucoup de parcs, quelques rivières et qui est à quelques encablures seulement de la Tamise. Pourtant, le 19 août 2004, une macabre découverte va plonger les habitants dans l'horreur. Il est environ 22 h quand le corps d'une jeune femme, tête face à terre, est retrouvé gisant au milieu d'un parc, d'un terrain de cricket dans le quartier de Twickenham. C'est un passant qui découvre le corps de cette jeune femme et qui va immédiatement en fait, sonner l'alerte en prévenant le restaurant qui est ouvert à seulement 60-70 mètres de là. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur le terrain de cricket et tentent de venir en aide à la jeune femme. La victime est au sol, particulièrement désorganisée au niveau du positionnement. Manifestement, l'individu s'est acharné sur elle. La jeune femme respire encore, mais ça va pas bien du tout. Elle est agonisante. Donc la priorité, là, c'est d'essayer de la sauver. La victime, qui présente de nombreuses traces de coups au niveau du visage, est dans un état critique. Désormais, chaque minute compte. Cette jeune femme, en fait, sera transportée au West Middlesex Hospital de Londres et elle décédera quelques minutes seulement après son arrivée à l'hôpital. Alors, que s'est-il passé? Qui est cette jeune victime? Et pourquoi se trouvait-elle sur un terrain de cricket au beau milieu de la nuit? À Twickenham, dans la nuit du 19 au 20 août 2004, les enquêteurs de Scotland Yard sont saisis de l'affaire. Sans plus attendre, ils se rendent sur les lieux de l'agression. Le green de Twickenham, c'est un grand triangle d'herbe au milieu de la ville. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une rue très passante avec beaucoup de voitures qui passent, qui conduit vers d'autres localités, vers la Tamise d'ailleurs. Et de l'autre côté, ce sont des restaurants, des cafés. Pourtant, personne ne semble avoir été témoin de ce meurtre. À la recherche du moindre indice, les policiers anglais passent la scène de crime au peigne fin. Les enquêteurs n'ont pas d'éléments qui leur permettent d'identifier formellement la jeune femme. Il n'y a pas de sac à main, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de téléphone, bref, il n'y a aucun élément. Si rien n'est retrouvé sur place, c'est finalement la fouille des effets personnels de la victime qui portera ses fruits. On trouve un morceau de papier avec un numéro de téléphone portable. La police appelle évidemment ce numéro de portable et elle a au bout du fil un jeune Français. Cet homme, prénommé Olivier, pourrait bien connaître la jeune femme.
Les enquêteurs lui demandent alors de ne pas bouger de chez lui. Ils vont se présenter à son domicile quelques heures plus tard, à 4 h du matin, en posant à ce moment-là des questions un petit peu plus précises sur la jeune femme qu'ils ont retrouvée, pour essayer de savoir quelle est sa possible identité. Pour cela, les policiers de Scotland Yard soumettent Olivier à plusieurs éléments retrouvés sur la victime. Notamment une bague avec des petits dauphins qui vont permettre en effet aux enquêteurs de savoir que la personne qu'ils ont retrouvée s'appelle Amélie. Cette jeune femme est une Française de 22 ans, qui n'est autre que la petite amie d'Olivier. Mais les enquêteurs ont besoin d'un second témoignage pour mettre définitivement un nom sur la victime. Ils demandent alors à Teresa, amie et patronne d'Amélie, de se rendre à la morgue. C'est l'horreur, c'est un vide, c'est pas possible, vous voulez pas y croire. Si Teresa identifie formellement son employé, elle doit rester très discrète sur cette affaire. Il fallait que j'aille travailler et que je ne dise rien à personne, sachant que je travaillais avec tous les gens qui la côtoyaient tous les jours, sachant que tous ces gens allaient me poser des questions. Pourquoi elle n'est pas là? En France, à Envoile, dans l'Oise, au lendemain de la découverte du corps, les parents d'Amélie sont avertis de la terrible nouvelle. Ils m'ont fait asseoir et ils nous ont dit votre fille a été agressée dans un parc à Londres et elle est décédée. Et là, tout s'est écroulé. J'ai même pas compris tout de suite ce que le mot décédé voulait dire. C'est le drame, avec une maman qui s'effondre. Il faut appeler le médecin parce que ça va pas du tout. Enfin, c'est l'apocalypse qui nous tombe sur la tête. Alors, où se cache le meurtrier d'Amélie? Pour quelle raison a-t-il tué la jeune Française? Les policiers anglais parviendront-ils à arrêter le responsable avant que la psychose ne s'empare de la ville? À Envoile, dans l'Oise, l'annonce de la mort brutale d'Amélie fait l'effet d'un cataclysme. C'était une bombe cette affaire. Amélie n'habitait pas dans une grande ville, mais dans une petite localité. On imagine des parents, une famille appréciée, quoi. On imagine que c'était un drame pour eux. Et tout le monde cherchait, notamment dans le coin Picard, les gens savaient qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on l'a tué. Avant de s'installer outre-Manche, Amélie a toujours vécu à Envoile. Benjamine d'une famille de 2 enfants, elle a grandi aux côtés de parents aimants. Amélie était une petite fille joyeuse, bien dans sa peau, qui aimait aller à l'école, qui travaillait bien, toujours enjouée, elle sautillait, petite fille sans histoire. Amélie était une fille très épanouie, très en confiance, très sûre d'elle, mais à condition qu'on lui accorde une certaine confiance. C'est en classe de 6e qu'Amélie se découvre une passion pour l'anglais. La jeune Picarde, qui excelle dans cette matière, choisit quelques années plus tard de se tourner vers un BTS, assistante trilingue. Elle voulait aller en Angleterre et les recherches l'ont menée à trouver un maître de stage à Manchester. Et elle est tombée dans une famille très gentille, qui l'a beaucoup intégrée comme étant la fille de la famille. Et elle a adoré, et elle a dit en rentrant, « C'est sûr, papa, maman, je retournerai à Londres. » Après l'obtention de son diplôme, Amélie trouve un premier emploi en tant que secrétaire. Mais la jeune femme de 22 ans ne s'épanouit pas et dépose sa démission en mars 2004. Dans la foulée,
elle annonce à ses parents qu'elle part s'installer à Londres. Ça fait pas plaisir, mais en même temps, on peut pas l'en empêcher. De toute façon, elle est majeure, et si on lui dit non, elle partira quand même. Je l'ai pas encouragée, mais je l'ai laissé faire, et je lui ai dit quand même qu'elle avait raison. Amélie quitte le cocon familial en avril 2004. À Londres, la jeune femme trouve très rapidement une chambre dans le quartier de Twickenham, ainsi qu'un emploi de vendeuse dans une pâtisserie française très huppée de Richmond. Elle a passé un entretien avec moi et elle a commencé la semaine d'après en fait. Amélie était très souriante, facile à communiquer, gaie, enfin la totale quoi. C'est dans ce cadre qu'Amélie rencontre des expatriés français, et notamment Olivier. Chaque fois qu'ils se revoyaient, c'était le petit truc, le petit éclat, les petits yeux qui brillent, enfin bref. C'était très mignon, ils étaient très mignons. Les parents d'Amélie, qui ont des contacts très réguliers avec leur fille, sont rassurés de la savoir aussi heureuse. À chaque fois qu'elle nous téléphonait, nous disait ne vous en faites pas, je suis dans un quartier calme, j'ai une vie régulière, j'ai des amis, je suis jamais seule, tout va bien. Puis on sentait qu'elle avait une voix enjouée quand elle nous parlait. Tout le monde l'aime, cette fille. Tout le monde est content d'être avec elle. Elle fait la fête avec ses copains et ses copines, elle est heureuse, elle a un petit ami, tout va bien. C'est le portrait d'une jeune femme, j'allais dire idéale, mais d'une jeune femme voilà, heureuse de vivre et qui transmet ce bonheur à ceux qui sont à côté d'elle. Le 21 août 2004, au lendemain de la disparition tragique d'Amélie, une autopsie est pratiquée afin de déterminer les causes du décès. Elle a été frappée à la tête, visiblement un coup porté par derrière, un objet contondant, donc ça peut être une barre de fer, un marteau ou une batte de cricket par exemple. En tout cas, c'est un coup violent frappé au crâne. Malgré les expertises réalisées, l'arme du crime n'a pas pu être formellement identifiée. Toutefois, grâce à cette autopsie, les enquêteurs apprennent qu'Amélie n'a pas été agressée sexuellement. Donc on n'est pas sur un violeur en série, un prédateur sexuel qui agresserait des jeunes femmes pour cette raison et qui ensuite prendrait la fuite après les avoir tuées. Face à la violence des coups portés, la piste du crime crapuleux est elle aussi écartée. C'est quelque chose qui est de l'ordre donc de la colère qui se décharge. C'est une forme de défouloir. Avant de lever le voile sur les circonstances du drame, les policiers de Scotland Yard reconstituent le déroulé de la dernière journée de la victime. Teresa, son employeuse, raconte qu'Amélie, ce 19 août 2004, a terminé son travail en début d'après-midi, puis a rejoint des amis dans un bar à vin du centre de Twickenham, aux alentours de 19h30. Elle sera la première de la petite bande à partir du bar. Pourquoi? Parce qu'elle commence très tôt le lendemain. Et Amélie, c'est une jeune fille qu'on a décrite comme très consciencieuse en fait. Elle ne voulait pas être fatiguée pour le travail, donc elle quitte le bar vers 21h30. Après avoir été raccompagnée par une amie jusqu'à son arrêt de bus, Amélie se retrouve seule. Alors, aurait-elle fait une mauvaise rencontre dans le bus? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs visionnent les images des caméras de vidéosurveillance. Ces bandes, elles proviennent à la fois des bords de la route, des carrefours, etc. Mais surtout, elles proviennent des bus. Parce que les bus de Londres sont équipés de caméras. Et il y en a 14 sur chaque bus. À partir de ces images de vidéosurveillance et du témoignage du chauffeur de bus, les policiers londoniens découvrent qu'Amélie a manqué son arrêt. Avant de descendre au terminus, dans un quartier qu'elle ne connaît pas, la jeune femme a demandé au conducteur comment regagner son logement à pied.
Il va lui dire de reprendre la direction du parc et de traverser le parc parce que c'est plus court, c'est plus simple, ça lui permet de rejoindre sa maison. C'est ce qu'elle va faire en fait. Donc Amélie, elle descend du bus depuis le terminus. Elle va marcher pendant une dizaine de minutes pour arriver à hauteur du parc et elle va enjamber une petite barrière blanche. Elle va traverser en fait ce parc et c'est arrivé au milieu de ce parc, à l'endroit le plus sombre en fait, qu'elle va être sauvagement agressée. La dernière image d'Amélie est enregistrée à 21h59. 20 minutes après, son corps inanimé est retrouvé dans le parc par un passant. Alors, que s'est-il passé pendant ce laps de temps ? Complètement dans l'impasse, les enquêteurs de Scotland Yard s'en remettent à la population en lançant un appel à témoins. Très vite, ils reçoivent le témoignage d'un homme qui faisait du vélo le soir du drame. Il va leur expliquer qu'il circulait dans le secteur où Amélie a été agressée et que là, il a failli être renversé par un fourgon de couleur blanc ou clair qui roulait très vite. Alors, faut-il prendre ce témoignage au sérieux? Qui est cet automobiliste? Et aurait-il un lien avec le meurtre de la jeune Française? À Scotland Yard, les enquêteurs prennent la déposition du cycliste qui a failli se faire renverser par un fourgon blanc le soir où Amélie a perdu la vie. L'homme raconte que le conducteur a eu un comportement extrêmement dangereux. Le cycliste va essayer de noter le numéro d'immatriculation peut-être pour aller porter plainte, mais finalement il n'a pas vraiment eu le temps. Alors les policiers bien évidemment, ils retiennent cet élément-là. Ils le gardent dans un coin de leur mémoire. Mais c'est encore pour l'instant relativement maigre, il n'y a pas assez. Mais alors que l'enquête est au point mort, les policiers britanniques font une avancée significative grâce aux dernières investigations. C'est le signal en fait du téléphone d'Amélie dont on va retrouver la trace à 10 km de l'endroit où elle était agressée, au bord de la Tamise. Le 24 août 2004, 4 jours après la mort tragique d'Amélie, l'unité sous-marine de Scotland Yard repêche dans la Tamise les effets personnels de la jeune Française, à savoir son Walkman, ses clés, ainsi que son porte-monnaie. Le téléphone portable de la jeune fille reste, lui, introuvable. Et là, c'est un peu une déception parce que tous ces objets ne mènent nulle part. Rien. On sait que l'agresseur est venu s'en débarrasser là, mais ça s'arrête là. Malgré cette déconvenue, les policiers font des croisements avec d'autres affaires. Il y a quelque chose qui commence à mûrir dans leur tête et qui les interpelle, c'est que ce n'est pas la première agression de ce jour qui survient dans ce quartier de Londres, c'est même la 5e, dans un mode un petit peu similaire, qui intervient depuis les 2 dernières années. Ainsi, dans un rayon de seulement 15 km, 4 autres jeunes femmes ont été agressées dans les mêmes circonstances. Si 3 d'entre elles ont survécu, la 4e, Marsha, une étudiante de 19 ans, attaquée le 4 février 2003, a succombé à ses blessures. Il y a non seulement une proximité géographique, mais il y a aussi une proximité, je dirais, photogénique. C'est-à-dire que la police a vite fait de faire remarquer aux gens que toutes ces victimes sont des jeunes femmes plutôt blondes, plutôt jolies. Le point commun également, qui est important, c'est que toutes les victimes, vivantes ou décédées, prenaient le bus, en descendaient, que toutes les jeunes filles étaient seules. Au vu de ces éléments, les enquêteurs commencent progressivement à dresser un portrait de l'agresseur. C'est fondamentalement quelqu'un qui aime traquer sa victime. Donc c'est quelqu'un qui cible
sélectionne un type particulier de victime. Un peu comme un chasseur recherche une proie. Les policiers britanniques ont l'intime conviction que l'agresseur d'Amélie ne serait autre qu'un tueur en série. Il y a une véritable course contre la montre qui s'engage pour les enquêteurs, parce que maintenant leur but, c'est non seulement d'arrêter, d'appréhender l'agresseur d'Amélie, mais également et surtout d'éviter qu'une autre jeune femme, britannique ou étrangère, soit victime de ce même agresseur. Cette piste d'un éventuel tueur en série se répand comme une traînée de poudre dans les rues londoniennes. Pour calmer la psychose, la police distribue aux volontaires près de 3000 dispositifs d'alarme. Dans les transports en commun, tout le monde se regarde. Toutes les femmes, notamment les jeunes femmes, évitent de rentrer seules le soir chez elles. Et il y a même les tabloïds qui avaient raconté à l'époque que les coiffeurs du sud-ouest londonien avaient un afflux de demandes de femmes blondes qui demandaient à se faire teindre en brune par peur d'être agressées si elles gardaient leur couleur naturelle. Donc c'est vous dire l'état de peur généralisée. Une peur qui s'installe également sur le lieu de travail d'Amélie. On avait d'autres blondinettes à l'époque. C'était très difficile pour les filles parce qu'elles se disaient « mais moi aussi je suis blonde, c'est peut-être un de nos clients, il est peut-être là tous les jours » et on s'en est même pas rendu compte. Alors, qui se cache derrière ce tueur en série? Les habitants de Twickenham ont-ils raison de céder à la panique? L'agresseur d'Amélie sera-t-il arrêté avant qu'il ne sévisse à nouveau? À Twickenham, pendant que l'ombre d'un tueur en série plane sur la ville, la disparition d'Amélie ne cesse de faire les gros titres dans les journaux. Là, les Londoniens, puisque cet événement est très couvert par la presse londonienne, vont vraiment prendre conscience en fait du drame qui s'est joué ce soir-là. C'est une émotion générale et les Londoniens sont vraiment bouleversés. Outre-Manche, l'élan de solidarité est tout aussi important. Le 13 septembre 2004, proches et anonymes font le déplacement jusqu'à Saint-Germer-de-Fly, dans l'Oise, pour rendre un dernier hommage à la jeune Picarde. Durant les obsèques d'Amélie, il y avait une foule impressionnante. Des gens sont restés dehors et probablement qu'on dépassait les 700 personnes qui ont assisté à l'office religieux. Un mois plus tard, le 19 octobre 2004, une marche blanche est organisée dans les rues de Twickenham. C'est très émouvant. Et en fait, la maman d'Amélie, Dominique, est quelqu'un d'extraordinairement... Elle est super forte, quoi. Et j'étais, la façon dont elle a pris le dessus est admirable. Alors que la jeune Française reste dans toutes les mémoires, un arbre est planté. Et une plaque commémorative est également apposée à l'endroit même où Amélie a été mortellement agressée. On était très touchés, c'était pour nous un réconfort que les gens soient tristes pour nous et essaient de partager notre peine. Ça a été des moments très forts, beaucoup de larmes en lisant les courriers, mais aussi beaucoup de réconfort. En parallèle de cette marche blanche, les enquêteurs de Scotland Yard ne ménagent pas leurs efforts pour arrêter le meurtrier d'Amélie. Inconsciemment, on ne veut pas donner le sentiment que c'est une Française, donc on s'en fout, quoi. Non, non, ça décuple la volonté qu'ont les policiers d'arrêter. Alors qu'ils avaient dans un premier temps mis de côté cette piste, les enquêteurs se penchent à nouveau sur le témoignage du cycliste qui a failli être fauché le soir du drame. À la recherche de cette mystérieuse camionnette blanche, ils vont examiner scrupuleusement pas moins de 1300 heures d'images de vidéosurveillance.
Et ça finit par payer. Il y a en tout 20 images de cette camionnette blanche qu'on voit circuler aux alentours du parc et dans le quartier en général. Et ça vraiment, ça alerte les policiers parce qu'ils se disent que c'est pas normal. En tout cas, c'est potentiellement le signe de quelqu'un qui rôde, qui surveille, et notamment une camionnette blanche qui est plusieurs fois identifiée à hauteur des arrêts de bus. Donc là, ça renvoie aussi au modus operandi du potentiel meurtrier d'Amélie. Persuadés de tenir enfin une piste sérieuse, les policiers britanniques s'intéressent de plus près à la camionnette. Ils vont aussi constater que le véhicule a été flashé par des radars pour des infractions au code de la route entre juin 2003 et le 17 août 2004 et qu'après le 17 août 2004, plus rien. Donc soit le véhicule ne roule plus, c'est-à-dire qu'il a été caché, soit le conducteur est très prudent. Afin d'identifier l'automobiliste, les enquêteurs vont abattre un travail de titan en épluchant 25 000 dossiers d'immatriculation. L'exploitation de cette camionnette blanche va très vite permettre aux policiers de remonter à l'identité d'un homme qui s'appelle Lévy, tout simplement avec l'exploitation de sa plaque d'immatriculation. Le 22 novembre 2004, 3 mois après le meurtre d'Amélie, les policiers britanniques se rendent au domicile de Lévy, à West Drayton, une ville de banlieue située dans l'ouest du Grand Londres. Quand on l'arrête, il va être dans son grenier. Il s'est réfugié là-haut, nu comme un verre, il n'ouvre pas la porte. Il ne veut pas être en confrontation avec les policiers. C'est donc un individu qui est parfaitement conscient de ce fait, des risques déjà qu'il encourt. Alors, qui est ce Lévy? Pourquoi sa camionnette se trouvait-elle sur les lieux du drame? Est-il vraiment le serial killer recherché par Scotland Yard? Au poste de police de Scotland Yard, alors que Lévy vient d'être placé en garde à vue, les enquêteurs s'intéressent de plus près à son profil. Issu d'un milieu modeste, l'homme de 36 ans a grandi dans une fratrie de 5 enfants. Lévy perd très jeune son père et tombe adolescent dans la délinquance. Les antécédents qui ressortent, d'abord, c'est vol, cambriolage, agression. Il a aidé également aussi en voie de fait avec un policier, donc l'insoumission à l'autorité. On y a différents témoignages de plaintes de main courante de personnes qui ont été sous forme de violence conjugale. Donc ça aussi, ça colle énormément avec un profil de tueur en série violent, bagarreur. Ce père de famille vit avec sa compagne et ses 3 enfants du côté de West Drayton, à environ 15 km de Twickenham. Ancien videur dans une boîte de nuit, Lévy a ensuite travaillé dans une société de fourrière, puis tenté d'ouvrir sa propre entreprise. Partout où il passe, l'homme se taille une sérieuse réputation. Lévy, il est décrit comme quelqu'un d'un peu russe, c'est quelqu'un qui est connu en tout cas par son entourage comme un peu fort en gueule, très hableur, un peu magouilleur aussi. En garde à vue, Lévy s'enferme dans son mutisme. À la recherche d'indices, les enquêteurs perquisitionnent le domicile du suspect. Mais sur place, pas de traces de la camionnette ni de l'arme du crime. Pour autant, l'homme de 36 ans reste plus que jamais le suspect numéro 1 des policiers de Scotland Yard. En fait, tout se joue sur l'intime conviction des enquêteurs, sur la base des différentes auditions qu'ils ont pu faire, du profil quand même psychologique du personnage. On le voit assez renfermé, il ne parle pas, il est dans la dénégation la plus totale. Donc, les enquêteurs sont vraiment persuadés que c'est lui. Mais ce simple pressentiment ne pèsera pas lourd à un procès. Les policiers ont besoin de preuves matérielles. Pour cela, ils s'en remettent à la population
et abattent leur dernière carte. La police va même donner une prime de 20 000 livres, c'est-à-dire plus de 30 000 € pour des témoignages, pour retrouver cette camionnette. Malgré tous leurs efforts, les policiers ne parviennent pas à mettre la main sur cette camionnette blanche. Les enquêteurs vont en tout cas utiliser tous les moyens de recours possibles pour pouvoir aller jusqu'au bout de la garde à vue, qui en Angleterre est de 24 plus 12 heures. C'est alors que les enquêteurs vont obtenir un soutien inattendu. Celui de la compagne de Lévy. Elle va reconnaître au cours des mois précédents plusieurs faits de viol à son encontre par Lévy, et donc ils vont le garder, ils vont l'incarcérer dans un premier temps pour des faits de viol. Alors que Lévy est placé en détention provisoire, les policiers poursuivent leurs investigations. L'analyse du bornage téléphonique de leur suspect va enfin leur apporter un élément concret. Le téléphone borne, c'est-à-dire fait interagir les relais téléphoniques à l'heure supposée du crime et à l'endroit supposé du crime. Le 2 mars 2006, un an et demi après les faits, le suspect est extrait de sa cellule. Devant la cour criminelle de Londres, un juge doit lui signifier qu'il est inculpé pour le meurtre de la jeune Française. Également présents, les parents d'Amélie font face pour la première fois à l'agresseur présumé de leur fille. Je me souviens avoir regardé ses mains et me dire, je me suis dit, c'est lui, c'est ses mains qui ont porté des coups à Amélie. J'étais très bouleversée de cette rencontre et de son comportement, parce que après que le juge ait annoncé son inculpation, il a applaudi. Et on a été choqués de ce comportement. Si Lévy regagne sa cellule, les policiers britanniques n'en ont pas terminé avec lui. Ils le soupçonnent d'être impliqué dans au moins 4 autres affaires non élucidées entre octobre 2001 et mai 2004. Le point commun entre toutes ces agressions, c'est le processus qui, en gros, est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui essaie d'approcher ses femmes. Certes, en général, il est repoussé, et à ce moment-là, soit, par exemple, Kate, il essaie de l'écraser avec sa voiture. Une autre, il va la frapper par derrière aussi. Il y a une violence qui se déchaîne dès qu'il est repoussé. Afin de le confondre, les policiers réinterrogent les autres victimes, toujours en vie, et procèdent à un tapissage. Il y a une vitre sans teint, derrière laquelle on met la victime, et on lui présente, derrière cette vitre, des gens qui ont un numéro autour du cou. Derrière la vitre sans teint, Anna Maria, l'une des femmes sauvagement agressées en 2001, reconnaît formellement Lévy. Et pour autant, l'homme n'avoue toujours pas. Évidemment, ce ne sont pas des preuves matérielles. C'est pas parce qu'on peut toujours dire que la victime se trompe et confond, etc. Et c'est ce qui explique aussi l'attitude de Lévy qui, lui, sachant qu'il n'a pas de preuves matérielles contre lui, va continuer à nier énergiquement toute participation à toutes ces agressions. Évidemment, ça ne convaincra personne. Malgré cette absence de preuves matérielles, Lévy est également inculpé pour le meurtre de Marsha, ainsi que pour les 3 autres agressions. Alors, quelle attitude adoptera-t-il lors de son procès à venir? Face au juré, l'homme livrera-t-il enfin ses secrets? Et surtout, quel sera le verdict de la Cour? Le 2 octobre 2007, le procès tant attendu de Lévy s'ouvre à Old Bailey, la cour criminelle de Londres. Le tueur en série présumé, qui comparaît pour 7 chefs d'inculpation, risque la prison à perpétuité.
C'est un procès à très gros enjeux qui est énormément suivi par les londoniens. Pourquoi? Puisque c'est le procès du tueur de Londres. Et la presse est quand même emparée de cette affaire depuis la mort d'Amélie. Elle a toujours suivi les évolutions de l'enquête. Et là, on arrive finalement au bout du processus, c'est-à-dire le procès. Depuis le département de l'Oise, les parents d'Amélie ont fait le déplacement jusqu'à Londres. 3 ans après le meurtre de leur fille, ils espèrent obtenir des réponses de la part de Lévy. Même si on ne pouvait pas comprendre ses arguments, au moins qu'ils se justifient. C'est la raison pour laquelle on a voulu assister au procès. Mais l'attitude de l'accusé ne va pas apaiser la douleur des familles. Bien au contraire. Depuis son box, ce dernier se montre froid et arrogant. Pendant ce procès, Lévy ne dira pas un mot. Il aura seulement une attitude absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il s'étire, il bâille, il fait des clins d'œil aux parents d'Amélie. Il se plaindra de moi au président en disant « il y a un journaliste français qui me regarde fixement, ça ne me plaît pas, et on me fera passer un mot, etc. » Et puis un regard perçant, toujours sur moi, l'air de dire « tu vois, je vais m'en sortir, et puis si je peux t'avoir, je t'aurai... » À cette attitude outrancière s'ajoutent les témoignages terrifiants des femmes qui ont survécu à l'agression de Lévy. D'une des victimes qui a eu la vie sauve, miraculeusement presque, qui va raconter en tout cas comment elle a été sauvagement agressée par cet individu et qui va raconter la violence du coup, frappée au visage, elle va perdre plusieurs dents, donc ça va vraiment effrayer quasiment les jurés. Et puis aussi le témoignage d'un ancien collègue de travail de Lévy qui va raconter cette scène très troublante en tout cas, cette scène où il est un soir dans le quartier justement de Twickenham et où ils vont passer aux abords d'un arrêt de bus et là Lévy va être soudainement pris d'une pulsion. En apercevant une jeune femme à l'arrêt de bus, il va sortir du véhicule, il va quasiment se jeter sur elle en commençant à la rouer de coups. Malgré ces récits accablants, l'accusé continue de nier. Pire encore, il plaide non coupable. Après 4 mois et demi d'audience, les jurés se retirent pour délibérer. Pendant toute une semaine, le cas de Lévy va être au cœur des débats. Une attente insoutenable pour les parents d'Amélie. Pendant cette semaine, on était au tribunal tous les jours, dans l'attente d'un appel sur les haut-parleurs de l'affaire d'Amélie. Et c'est arrivé le 7e jour. Le 26 février 2008, Lévy est condamné à 3 reprises à la prison à vie, sans possibilité de sortie, pour les meurtres d'Amélie et de Marsha, ainsi que pour la tentative de meurtre sur Kate. Concernant les autres victimes, les jurés ont estimé ne pas avoir assez d'éléments probants pour reconnaître sa culpabilité. On a ressenti un très grand soulagement, beaucoup de larmes, mais aussi un grand soulagement parce qu'enfin, il était mis en état, hors d'état de nuire. Un soulagement teinté malgré tout d'une immense amertume. Ça fait bizarre. On arrive au bout de quelque chose. Et on se dit qu'on n'aura plus à intervenir pour Amélie. Et que c'est le bout du bout, quoi. On est au bout de ce qu'Amélie représentait pour nous. On sait qu'on n'en parlera plus, que c'est une affaire close. Mais 3 ans plus tard, Lévy est reconnu coupable du meurtre d'une autre victime. Il s'agit de la jeune Millie, disparue en 2002. Mais dans les années à venir, l'homme pourrait encore se retrouver sur les bancs des accusés. Les enquêteurs de Scotland Yard le soupçonnent d'être l'auteur de près d'une vingtaine d'agressions commises dans la région. Aujourd'hui, en voile, Dominique et Jean-François restent profondément meurtris par la disparition tragique de leur fille. Malgré la douleur insoutenable, ils tentent d'aller de l'avant.
Ainsi, tous les ans, la famille d'Amélie se rend à Twickenham pour entretenir le souvenir de cette jeune femme partie trop tôt. C'est difficile de dire qu'il s'agit d'une reconstruction parce que Amélie nous manquera toujours. Malheureusement, la vie continue, mais se reconstruire, c'est difficile. On passe encore beaucoup par des états dépressifs, de tristesse. Amélie nous manque, sa présence nous manque. Le fait de ne pas savoir ce qu'elle aurait pu devenir, de ne pas connaître ses enfants si elle avait décidé d'en avoir. Toutes ces choses de la vie, quoi.